Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Cette vidéo va suivre la sortie de celle sur l'ouvrage de François Bégodeau, Comme une mule, dont j'ai fait la critique dans la vidéo précédente. Je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir cet épisode, ce sera vraisemblablement le 5 ou le 6 octobre. Ça dépendra de la façon dont la vidéo sera perçue. Sur François Bégodeau, si elle est beaucoup regardée, je vais la laisser vivre un petit peu. Je pense que c'est quand même important de rappeler une partie du contenu de cet ouvrage, de rappeler une partie de la pensée de cet ouvrage, qui, évidemment, ne me satisfait pas et je pense ne vous satisfait pas non plus. Maintenant qu'on a fait ça, faisons quelque chose d'un petit peu utile. Ludivine Bantigny, qui est donc visée totalement directement par l'ouvrage de François Bégodeau, elle aussi, elle a sorti un ouvrage. Et pendant que vous en avez certains qui s'amusent à sortir des ouvrages en plein procès Mazan pour critiquer le féminisme moral, CF Caroline Forest, CF François Bégodeau, vous avez quand même des personnes qui ont gardé les pieds sur terre, qui se disent, s'il y a bien quelque chose dont il faut qu'on parle aujourd'hui, c'est de la banalisation de l'extrême droite en France et de la façon dont on lutte contre l'extrême droite. Comment est-ce qu'on caractérise déjà l'extrême droite ? Parce qu'aujourd'hui, il semblerait que ce soit devenu une question difficile à laquelle il serait difficile de répondre, et quelles solutions on met en place. Aux éditions du Croquant, vous avez Ludivine Bantigny qui a sorti cet ouvrage. Alors Ludivine Bantigny, c'est une historienne dont j'avais lu jusque-là un seul ouvrage qui s'appelle La Commune au présent. C'était le seul ouvrage que j'avais lu d'elle avant Battre l'extrême droite, qui était un ouvrage remarquable. La Commune au présent, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande. C'est un ouvrage de 500 pages qui raconte la commune, qui raconte comment en fait des personnes, on va dire un petit peu ordinaires, ont proposé des mesures de justice sociale absolument incroyables. Ça raconte un petit peu son héritage qu'on a en partie perdu, mais il existe toujours un héritage intellectuel de la commune qui est très fort. Un héritage qui traverse quand même certaines idées de gauche, encore une fois, encore aujourd'hui. Et si jamais vous êtes intéressé par cette période de l'histoire, qui est pour moi l'une des périodes de l'histoire les plus intéressantes de l'histoire de France, je vous recommande grandement La Commune au présent. Je pense que je vous mettrai un lien dans la description. Je vous mettrai aussi un lien vers la description de Battre l'extrême droite. Ça ne coûte que 5 € en version physique et ça ne coûte que 3 € en version numérique. Alors, je n'oublie absolument pas d'où je viens. Je sais très bien qu'à la fin du mois, 3 € ça compte, et je sais très bien que 3 ou 5 € dans un budget livre, ce n'est pas forcément prévu. On n'a pas forcément prévu dans certaines circonstances de faire ces dépenses-là, et je sais aussi très bien qu'il arrive qu'on soit déjà découvert en cours de mois. Mais si vous avez la chance de ne pas être dans cette situation-là, moi je vous recommande l'achat de cet ouvrage pour 2 raisons. Le premier, c'est parce que politiquement, c'est un acte fort. On souligne finalement, en décidant de donner de l'argent à Ludivine Bantigny, qu'on est en désaccord profond avec le fait qu'une personne qui se dise de gauche, personne de gauche, François Bégodeau de gauche, on ne va pas dire le contraire, puisse tenir des propos jugés sexistes par une cour de justice, et on montre notre soutien. Et la deuxième des choses, c'est aussi de montrer et d'inciter les maisons d'édition à produire ce genre de choses. C'est un acte politique assez fort, je pense, d'aller prendre cette version numérique à 3 €, cette version physique à 5 €. C'est un acte politique relativement fort, parce qu'aujourd'hui, et c'est tout le thème central du livre, on ne va pas parler non plus d'hégémonie d'extrême droite, il ne va pas falloir dévoyer les mots, on n'en est pas non plus encore à une hégémonie d'extrême droite. On s'en approche, mais on n'y est pas non plus. Mais on est quand même, aujourd'hui, dans une circonstance sociale dans laquelle l'extrême droite est redevenue un parti politique comme un autre, qu'il ne faudrait certainement pas critiquer comme étant un parti d'extrême droite. Je veux dire, il y a quand même eu un procès pour déterminer si oui ou non on pouvait toujours qualifier le Rassemblement national d'extrême droite. Et il faut reconnaître que, sans parler d'hégémonie totale de l'extrême droite en France, l'agenda politique est très souvent dicté par des maraudes d'extrême droite, par des paniques d'extrême droite. Et puis on retrouve exactement la même chose dans la presse conservatrice, la presse centriste, la presse de droite, où finalement les obsessions de l'extrême droite, que ce soit des obsessions identitaires, des obsessions contre les femmes, contre le féminisme, contre les communautés LGBTQIA+, en général, sont devenues légion. Et cet ouvrage, j'ai eu l'autorisation de Ludivine Bantigny, parle précisément de ça, et j'espère que je vais vous donner l'envie de le lire parce qu'il est passionnant. Donc la quatrième de couverture, la voici. Nous en sommes là avec une extrême droite aux portes du pouvoir et qui a failli l'emporter. Référence bien évidemment aux dernières législatives. Qui gagnera si on n'engage pas tous les moyens pour l'empêcher. Cette extrême droite est féroce. Elle n'a rien abandonné de son racisme ni de sa violence. Ce livre examine son programme et ses stratégies, la machine médiatique qui lui sert de marchepied et le pouvoir en place qui ne cesse de la favoriser en imitant son projet. Mais l'analyse ne suffit pas. Battre l'extrême droite exige de comprendre ce qu'elle est, avec ses mensonges, ses faux-semblants et ses mesures de régression sociale, mais aussi de proposer une alternative véritable qui aide à se fédérer. D'urgence, remettre la honte au racisme, miser sur la solidarité et considérer nos vies à égale dignité. Je vais vous lire
quelques extraits. Je vais vous lire un paragraphe par chapitre et vous allez voir que le livre est particulièrement bien construit. C'est un ouvrage de sciences sociales, clairement. Et vous allez comprendre pourquoi je ne vous lis des extraits que de la première partie. Donc, ça s'ouvre sur quelque chose que je veux vous lire parce que c'est une caricature que j'avais trouvée intéressante, qui avait été réalisée par Sochard. La scène se passe à l'Élysée, Emmanuel Macron entend une voix qui l'alerte, il la prend pour celle d'un huissier. Monsieur le Président, le fascisme est à nos portes, faites entrer. Donc voilà, l'ouvrage s'ouvre sur cette petite caricature qui est, ma foi, assez rigolote et qui est quand même tristement actuelle, puisqu'on sait toutes les compromissions que Emmanuel Macron a dû faire pour pouvoir composer son gouvernement avec l'extrême droite. Il lui fallait l'aval de l'extrême droite. Ça s'ouvre là-dessus. L'ouvrage est particulièrement intéressant dans sa façon dont il est construit, parce que voilà ce qu'on nous vend au départ. Et là, ce qui est proposé dans cette introduction est tout à fait ce que vous allez retrouver dans l'ouvrage, mais vous allez voir que c'est plus malin que ça. Si la progression de l'extrême droite est implacable, elle n'a rien d'inexorable. Et on a besoin d'entendre ce genre de choses aujourd'hui. On a absolument besoin d'entendre ce genre de choses parce qu'il y a une sorte de résignation collective que l'on a actuellement. Une résignation collective qui est due évidemment à plusieurs choses. Politiquement, lorsque vous avez un peuple qui va voter pour des législatives anticipées, c'est pas notre faute, c'est Emmanuel Macron qui dissout l'Assemblée nationale. Et qu'on s'exprime d'une façon générale pour faire de nouveau un vrai front républicain contre le Rassemblement national. Bien évidemment que tout le monde n'a pas voulu voter à gauche, on le sait pertinemment, il y a des personnes qui ont voté à gauche, parce qu'il leur reste quand même un petit fond de connaissance, de compréhension historique et sociale, de personnes qui sont encore conscientes de ce que signifierait l'extrême droite au pouvoir. L'extrême droite au pouvoir, comprenez bien, quand on entend des gens dire on va les mettre 5 ans au pouvoir en 2027, tout le monde va voir qu'ils font la même chose que n'importe qui, et donc on va les dégager du pouvoir presto. Ce serait mal connaître la façon dont l'extrême droite s'exprime. Quand l'extrême droite arrive aux portes d'une démocratie, l'extrême droite ne quitte pas le pouvoir. Et on a suffisamment d'exemples aujourd'hui pour pouvoir en avoir la preuve, quoi. L'extrême droite ne quitte pas le pouvoir. Et donc, c'est parfaitement inquiétant. Et on a besoin de lire que ce n'est pas inexorable. Pas plus qu'il n'est fatal la virulence du c'est comme ça. Un projet convaincant, offensif et concret ne peut être que fondé sur la justice émancipatrice. Mais alors 3 actes ressortent comme autant de nécessités. Remettre la honte au racisme, miser sur la solidarité et considérer nos vies à égale dignité. Et on comprend que c'est la façon dont l'ouvrage va être écrit. C'est très exactement ce que Livine Bandini propose. Qu'on reprenne conscience collectivement, alors vous en êtes peut-être convaincus sur la chaîne, que l'extrême droite est raciste. Et que le racisme, quelle que soit la façon dont il s'exprime, n'est pas acceptable. Le racisme prend évidemment différentes formes, exactement comme la misogynie. Si aujourd'hui vous n'entendez quasiment plus jamais de propos misogynes, comme on pouvait le lire dans Le Premier Sexe d'Éric Zemmour, disant la place de la femme c'est à la cuisine, il existe encore évidemment une misogynie profondément ancrée qui se manifeste différemment aujourd'hui, par des propos qui paraissent des propos, on va dire, plus acceptables, mais qui ne le sont pas moins, qui ne sont pas moins acceptables. Le racisme, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que lorsque on nous disait dans les années 90 que le problème de l'immigration était un problème de race, aujourd'hui on entend que c'est un problème avant tout culturel, mais finalement c'est le même fond de propos. C'est le même fond de propos racistes. Et il convient de rappeler précisément en fait pourquoi ces choses sont racistes. Miser sur la solidarité est fondamental, et Livine Bandini rappelle quelques points qu'on va voir dans la vidéo, je ne vais pas vous les spoiler maintenant, et enfin considérer une vie à égale dignité. Et on comprend que l'ouvrage va être divisé dans ces 3 parties-là, mais vous allez voir que c'est plus malin que ça, et que Livine Bandini c'est une écrivaine, en plus d'être une historienne, et que son propos est bien construit. La première des choses, dans la première partie, donc je vais lire à chaque fois la moitié d'un paragraphe de ces 3 premières parties, consiste à rappeler quelque chose de fondamental. Sur le fait que le Rassemblement national soit raciste, elle donne beaucoup d'exemples, dont certains exemples qui ont été peu médiatisés, dont je ne me souvenais pas et qui sont absolument édifiants. Je ne vais pas vous les lire pour vous donner envie d'aller les découvrir par vous-même, et qui sont absolument nécessaires. Il est nécessaire qu'on se rappelle que ces propos ont été tenus, mais j'aimerais revenir en particulier dans cette partie-là, sur l'antisémitisme structurel inhérent à l'extrême droite. Parce que la méta actuelle, vous la connaissez, ce serait la FI, la France Insoumise, qui serait profondément antisémite pour ses positions pro-palestiniennes. Alors, évidemment, tous les propos de tous les candidats à la FI ne sont pas exempts de tout reproche, ne sont pas irréprochables. Ça, c'est absolument évident en ce qui concerne la question de l'antisémitisme. Il y a un travail à faire là-dessus pour se souvenir que l'antisémitisme a été tellement traumatisant pour la communauté juive, en particulier au XXe siècle, mais
l'histoire juive est faite d'histoires de persécution, qu'il ne faut jamais minimiser aucun acte antisémite. Jamais. Hein. On sait à quoi ça peut potentiellement aboutir. Et on peut leur faire ce reproche-là. Néanmoins, quand on regarde l'antisémitisme du côté du Rassemblement national, là on se rappelle de certaines choses. Et je cite Ludivine Bantini, l'antisémitisme continue lui aussi de gangréner le RN dans le prolongement d'une longue histoire, celle du Front National fondé par les Waffen-SS. Ils s'en défendent et pourtant c'est la stricte réalité. Il était en particulier sur l'un de ses membres. Il était d'autant plus effarant de voir le Rassemblement national parader à la marche contre l'antisémitisme le 12 novembre 2023 pour s'octroyer une vertu et se faire une virginité. Le contexte, si vous ne vous en souvenez pas, on était un mois après les attaques du Hamas en Israël et le massacre des Israéliens ce jour-là. Le député RN Frédéric Boccialetti s'y est pavané. Il est pourtant connu pour sa librairie Antinéa, spécialisée en livres antisémites et négationnistes. Et ces gens-là vont marcher contre l'antisémitisme. Il a par ailleurs été condamné à 1 an de prison pour violence avec arme au cours d'une agression raciste. Bruno Gollnisch, ancien bras droit de Le Pen, toujours membre du Conseil national du RN, s'est récemment affiché dans un dîner d'antisémites notoires aux côtés de la chanteuse d'un groupe néo-nazi Epona. Député RN, Jocelyn de Signy a posé avec un t-shirt du groupe de rock In Memoriam, coutumier des chants de la jeunesse hitlérienne. Hein, tout va bien dans le meilleur des mondes. Quand on se penche sur le sujet, on mesure le tissu d'abjection antisémite et négationniste qu'ourdissent les cadres du RN. Agnès Pajar, représentante du RN à Paris, parle des Juifs comme du peuple de trop, celui qui squatte les plateaux télé. Jean-Pierre Templier, suppléant dans le Loiret, lance dans le même registre. Cette communauté nous dirige, combien sont au gouvernement, à la tête des entreprises du CAC 40 ? Babette de Rosière, candidate dans les Yvelines, disserte sur les esclaves blancs des rois nègres africains stockés dans des camps tenus par des juifs. On en est là. Ce chapitre-là, il fait du bien, parce que ce chapitre-là, il rappelle des éléments fondamentaux. C'est que le Rassemblement national est le dernier parti qui pourrait faire la morale sur qui que ce soit en ce qui concerne les questions d'antisémitisme et de racisme. Et si ces exemples sur l'antisémitisme vous ont choqué, si vous les avez découverts, j'en ai découvert certains, je vous recommande la lecture complète de ce chapitre qui est absolument édifiante en termes de propos racistes et de propos antisémites. Ludivine Bantini parle ensuite, dans la structure qu'elle présente de son ouvrage, de miser sur la solidarité. Et miser sur la solidarité, elle ne dit pas ça par hasard, parce que le Rassemblement national n'est certainement pas un parti qui prend le défense du peuple. Certainement pas. Et elle rappelle très clairement, dans ce deuxième chapitre qui est passionnant, et qui rappelle très clairement en quoi le RN et la solidarité, ça fait clairement deux, qui rappelle entre autres, tous les droits sont menacés par l'extrême droite. C'est le cas en particulier pour les femmes, vous comprenez bien sûr pourquoi c'est cette partie-là que je vous lis dans ce chapitre. Il n'est qu'à voir le nombre de candidats et de candidates RN mettant en cause le droit à l'avortement. Sur ce sujet, les infamies marchent en défilé. Virginie Dorsan qualifie l'IVG de régression sociale. Frédéric Falcon utilise régulièrement le hashtag non à l'IVG. Laure Lavalette est signataire d'un texte envisageant d'abroger à terme la loi sur l'avortement. Selon Agnès Pajar, encore elle, l'avortement tue beaucoup plus que le Covid. Et pour Christophe Benz, l'avortement est un génocide de masse. Hervé Delepinot prétend rendre hommage aux millions de victimes de l'avortement. Il va jusqu'à comparer l'avortement au génocide arménien et rwandais, à la Shoah et aux crimes de Daesh. L'extrême droite n'est jamais féministe, qu'on s'en souvienne. Plusieurs candidats investis par le RN ont posé devant une pancarte « Va faire la soupe, salope ». C'est le cas de Christophe Barthès, Frédéric Falcon et Julien Rancoul. Et encore y avait-il une photo ce jour-là. Ce n'est que rarement le cas lors du déversoir misogyne que l'extrême droite laisse se répandre. Dans son programme, aucune mesure concrète ne vise à lutter contre les inégalités femmes-hommes, notamment dans le domaine salarial, ni, a fortiori, contre les violences sexistes et sexuelles et les féminicides. Ceci ne semble les intéresser que lorsque sa sélection d'agresseurs lui permet de nourrir le racisme. On pourrait rajouter à ça que, quasiment une fois par mois, vous avez des groupes catholiques très proches de l'extrême droite, voire ouvertement d'extrême droite, qui continuent de militer à Paris contre l'avortement, alors qu'il existe un délai d'entrave à l'IVG, et qui militent complètement ouvertement dans les rues de Paris. Et le troisième chapitre, on va finir nos lectures là-dessus, puis ensuite on va parler un petit peu de la suite de l'ouvrage. Ça s'appelle « Considérer nos vies à égale dignité ». Et évidemment, quand on lit ça, vous, militants de gauche, ça peut vous paraître absolument normal qu'on accuse l'extrême droite d'être évidemment à l'encontre de tout progrès humaniste. Néanmoins, rappelez-vous que la méta actuelle, étant donné que le gouvernement
a besoin de l'extrême droite actuellement pour continuer à gouverner, c'est de la dédiaboliser le plus possible. Ça a une ambition politique. Et donc, comme on a toujours besoin d'un épouvantail pour avancer, cet épouvantail, il a été déporté du côté de la France insoumise. Et je vous lis juste un petit paragraphe de ce troisième chapitre qui est très intéressant sur la déshumanisation. Encore une fois, vous allez voir, c'est édifiant. Et si vous voulez avoir d'autres éléments d'information, vous les trouverez dans le reste de ce chapitre. Je vous assure que sa lecture est absolument édifiante. Les 3 premiers points du programme du Rassemblement national, elle ne l'oublie pas, c'est l'immigration, l'islam et la sécurité. Au point d'ailleurs qu'un élu local et d'autres militants d'extrême droite ont été écroués pour avoir incendié des voitures et inventé une agression afin de mieux dénoncer l'insécurité. Le reste n'est qu'une allégeance aux plus riches et au patronat. Suppression de l'impôt sur la fortune immobilière et de l'impôt sur les sociétés pour les jeunes entrepreneurs. Exonération de cotisations patronales. Suppression de la cotisation foncière des entreprises. Rappelons que si officiellement il défend le pouvoir d'achat, il a voté à l'Assemblée nationale contre toutes les propositions qui auraient permis de l'augmenter. Contre l'indexation des salaires sur l'inflation. Le blocage des prix de produits de première nécessité. Le SMIC à 1 500 €. La taxe sur les super-profits, la gratuité des cantines pour les plus modestes, la revalorisation des bourses étudiantes et des salaires des fonctionnaires. Il s'était même opposé au dégel des points des fonctionnaires, d'accord, hein, dont le salaire n'évolue pas. Donc ils s'appauvrissent depuis maintenant, je crois que ça fait 25 ans que leur point est gelé. Plus généralement à propos des salaires, le Rassemblement national ne diffère absolument pas de la droite, contrairement à ce qu'il aimerait faire croire. Il suggère des accords avec les entreprises à leur gré pour une éventuelle augmentation de 10%, en échange de baisse de cotisations sociales, évidemment nommées charges selon la langue du capital. Ce qui revient à affaiblir encore davantage la sécurité sociale, bien commun. Le minimum retraite proposé par le RN s'élève à seulement 1 000 €, peu éloigné de ce qu'il est actuellement, soit 917 €. C'est une mesure dérisoire. Le Rassemblement national s'est révélé au cours des dernières campagnes électorales pour ce qui est des retraites. Sa proposition s'avère être encore pire que la contre-réforme Macron, avec un départ à l'âge de 64 ans, voire 66 ans. Une bonne manière de se rapprocher de la droite LR pour faire alliance. Tout est référencé, tout est sourcé, tout ce qu'elle affirme est sourcé. Voilà ce que je voulais vous lire. Et là où l'ouvrage est particulièrement malin, c'est que dans son introduction, je vous la relis très clairement, l'introduction, elle nous promet d'évoquer 3 points: remettre la honte au racisme, miser sur la solidarité, considérer nos vies à égale dignité. C'est précisément ce qu'on vient de lire. Mais c'est pas le fond du récit. C'est pas le fond du propos de cet ouvrage. Le fond du propos de cet ouvrage, c'est pas simplement de faire un état des lieux du Rassemblement national qui servirait simplement finalement à convaincre des personnes déjà convaincues. L'enjeu de cet ouvrage, et je vous recommande de le lire, c'est de vous donner des armes. C'est de vous donner des armes intellectuellement et culturellement pour pouvoir aussi répondre à ça. Pour pouvoir répondre à cette avancée qui devient petit à petit hégémonique, des idées d'extrême droite, des débats qui sont centrés sur des idéologies d'extrême droite actuellement. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'éviter le pire en 2017. Voire avant, s'il y a de nouveau une dissolution de l'Assemblée nationale, d'ici 10 mois, c'est d'éviter le pire à court, à moyen et à long terme. Et pour ça, en fait, il ne suffit pas de faire un état des lieux comme elle le fait très bien. D'ailleurs, il faut nous proposer des solutions pour pouvoir répondre à ces arguments et pour pouvoir nous organiser en tant que militants, pour que, surtout, on ne se fasse pas infecter par un virus qui est très répandu aujourd'hui, qui est un virus qui tendrait à faire passer le Rassemblement national pour un parti appartenant à l'arc républicain et les partis de gauche plus ou moins radicaux. Vous savez que, de mon point de vue, la FI n'est pas particulièrement radicale, mais c'est le parti politique qui propose les mesures, on va dire, de gauche qui me paraissent, on va dire, les plus matérielles, les plus intéressantes. Et si vous voulez, c'est fondamental, on a besoin de ça. Et ça, évidemment, je ne vais pas vous en faire la lecture. Je ne vais pas vous en faire la lecture parce que j'aimerais que vous achetiez cet ouvrage. 3 € le PDF. Si vous en avez les moyens, procurez-le vous. Je vous mets les liens dans la description. C'est facile, évidemment, de se le procurer. C'est un essai qui fait 80 pages, que j'ai lu à peu près en 35 minutes, qui se lit très facilement, qui est très sourcé, qui est très référencé. Comme à mon habitude, on ne va pas changer les habitudes. Je suis allé vérifier la plupart des sources. Bon voilà, elles sont toutes effectivement fiables. Aujourd'hui, on a besoin de quoi? Est-ce qu'on a besoin d'égos masculins d'hommes qui sortent des ouvrages en plein procès Mazan pour aller critiquer le féminisme moral, ou de personnes d'extrême centre comme Caroline Fourest qui viennent essayer de dire dans le vertige MeToo que MeToo c'est bien mais les dérives MeToo blablabla, sous-entendant que MeToo c'est pas bien, hein, c'est un ouvrage qui est évidemment contre MeToo. On a besoin de quoi politiquement aujourd'hui? Politiquement aujourd'hui on a besoin d'être armé intellectuellement, on a besoin de faire front ensemble. On a besoin d'une vision politique commune et on a besoin d'outils pour ça.
Et ces outils-là, on ne les retrouve pas partout. On les retrouve malheureusement dans les petites maisons d'édition qu'on a l'habitude de citer, dont on a l'habitude de mettre en avant les ouvrages, bien évidemment. Et politiquement, je pense que ce serait un acte fort, de les financer, de leur montrer qu'on les soutient en fait, et de les inciter à continuer à produire ce genre d'exercice de pensée. Parce que si on veut lutter contre l'hégémonie d'une pensée conservatrice, d'une pensée réactionnaire, il va falloir proposer masse de récits, il va falloir proposer beaucoup de choses qui vont nous permettre de dire, mais en réalité, la pensée de gauche, c'est une pensée qui est une pensée qui peut être parfaitement structurante, qui peut s'intégrer dans une conception matérialiste de la politique, et qui peut avoir des résultats. Et pour ça, il faut produire ce genre de travaux, il faut soutenir ce genre de travaux, il faut les lire, il faut s'éduquer. Ça va nous permettre d'avoir un discours commun. Et peut-être que si on arrive à inonder petit à petit les espaces publics qui nous sont réservés aujourd'hui, à savoir les réseaux sociaux, nos différentes chaînes YouTube, peut-être que petit à petit on arrivera à ramener ces idées dans le débat public. Parce que ça marche toujours de la même façon. La politique ne gouverne pas évidemment pour le peuple. La politique a besoin du peuple pour exister. Donc elle a besoin systématiquement de prendre la température. Et si on arrive à réimposer enfin nos éléments de langage, notre discours et nos propositions de vie commune, on peut finir par inverser la tendance. Et c'est toute l'ambition de cet ouvrage, qui est assez malin, qui propose finalement dans son introduction un état des lieux. Donc on se dit, on va lire un état des lieux du Rassemblement national que nous, militants de gauche, on connaît déjà. Et qui s'ouvre dans toute sa deuxième partie, dans ses 2 autres tiers, à toute autre chose, et à nous proposer d'agir ensemble. Et les méthodes d'action, je les trouve extrêmement simples dans cet ouvrage, particulièrement efficaces. Donc, procurez-vous l'ouvrage. Si vous en avez les moyens, 3 € la version numérique, 5 € la version physique. Encouragez Ludivine Bantini, encouragez sa maison d'édition, encouragez les petites maisons d'édition. Voilà ce que je voulais vous dire, et ça me fait du bien de parler d'un ouvrage fédérateur. Après, parce que les 3 dernières critiques littéraires réalisées, que c'est quand même Transmania, c'est le vertige MeToo, et c'est comme une mule de Bégodeau, quoi. Enfin, voilà, ça fait du bien de parler d'autre chose. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je recommande évidemment sa lecture. Je vous assure que même dans sa première partie, si vous pensez être parfaitement au courant de tous les dérapages racistes, antisociaux du Rassemblement national, vous allez être surpris de tout ce que les bandes dessinées a dégoté. Et surtout la deuxième partie, qui va nous donner des armes pour militer ensemble. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. N'oubliez jamais que le Rassemblement national est l'ennemi des femmes, profondément l'ennemi des femmes et des minorités en général. Et je vous dis à très vite. À bientôt.